un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable, touffue, sauvage, et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de 4 épisodes. Saison 1, vous n'êtes pas seul. Dans la première partie de l'épisode, on a pu aborder les enjeux systémiques de la charge mentale et du burn-out chez l'artiste. Même si les formes de pression sont souvent similaires entre les milieux professionnels de tout genre, les situations vécues par l'artiste sont, elles, propres à son secteur, à la précarité et à l'instabilité de son statut. Les symptômes peuvent se faire ressentir pendant la pratique de son instrument, sur scène ou dans la communication avec les autres. Quels sont alors les outils et exercices concrets pour prévenir ces symptômes ou y faire face quand ils sont déjà présents ? En faisant quelques recherches autour de la question du burn-out en Belgique, je suis tombée sur The Unicorn Mothership. Créée en 2015, cette agence de management un peu atypique s'est lancée dans le coaching de la vie nocturne pour aider les productrices et les DJ. Eline, CEO, suit des artistes à l'international en leur proposant un suivi psychologique et physique. C'est parti de son constat que l'industrie de la musique électronique portait peu d'attention au bien-être de ses artistes. Le sentiment de solitude est un des affects majeurs de la santé mentale des artistes. Par exemple, les soirs de prestation sont ponctués par des périodes aux intensités très différentes. D'un côté, l'artiste aura des interactions sociales fortes avec le public et l'entourage professionnel pendant la soirée, opposés à des moments de solitude dans une chambre d'hôtel ou en tourbus quand tout est fini. Il y a toute cette adrénaline qui disparaît, laissant l'artiste dans un silence de plomb. Yeah, so the problems that I help solve definitely stem from loneliness. Le problème que j'essaie de résoudre avec les artistes que je suis part définitivement de la solitude et de l'anxiété. Cela concerne la plupart des personnes avec qui je travaille. Pas juste les DJ, mais aussi les producteurs et productrices, qui sont parfois confrontés à leur studio, à domicile et à leur chambre. Ces symptômes se montrent sous la forme de la procrastination, la pression et la perfection. J'aime toujours dire que la procrastination, c'est la pression d'être parfait ou parfaite, et ces symptômes, comme le stress, sont surplombés par de la solitude, de l'anxiété et de toutes ces choses. Il y a trop de fausses attentes et d'idées autour de la perfection qui rajoutent une pression à l'artiste quand Yel entreprend quelque chose, car Yel pense que si elle ne le fait pas assez bien, alors Yel ne percera jamais et c'est le problème. Et pour les perfectionnistes, Yel pense toutes. Si je n'arrive pas à le faire parfaitement, alors je préfère ne pas le faire du tout. Certaines viennent me voir presque dans un état dépressif, prêtes à arrêter ce pourquoi ils étaient le plus passionnés. Et Yel commence à procrastiner, car Yel se disent « Si je n'arrive pas, alors je ne sais pas quoi faire ». Donc elles ne font rien, et elles ressentent la pression de n'avoir rien fait. Puis ça s'accumule encore et encore, jusqu'à se sentir complètement dépassées et écrasées par l'anxiété. C'est le cercle vicieux entre la perfection, la pression et la procrastination. Beaucoup de mon travail passe par l'éducation de cette notion,
mais aussi par trouver des mécanismes pour gérer le stress, la pression, le sentiment d'être dépassé. Tu sais, la pression de devoir rester pertinent dans ses projets, de te démarquer, de trouver le label que tu aimes, d'être entendu. Il y a une quantité massive de musique de qualité, surtout en ligne. Tellement de personnes ont fait de la musique durant le confinement et s'y sont accrochés car elles se disaient qu'ils devaient attendre car il n'y avait pas d'opportunité pour eux en ce moment. Et finalement, tout le monde sort ses musiques maintenant. Comment prendre de la distance avec les retours violents ou les deadlines de dernière minute, quand un des premiers conseils donnés à l'artiste, c'est que le succès de son projet musical dépend de l'investissement qu'elle va y mettre. Un paradoxe qui a un coût. Joachim, compositeur et pianiste de jazz, nous parle des obstacles auxquels lui a dû se confronter et comment il y a fait face. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que je relativise beaucoup parce qu'avec un peu d'expérience, et puis aussi avoir des ambitions qui soient saines et réalistes par rapport à ce qu'on est aussi, parce que il faut réaliser que quand on fait des musiques de niche un peu aussi, il faut être conscient que voilà, il y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de monde, et donc il faut être conscient de ça et l'accepter comme tel, quoi. Et pas prendre. C'est vraiment ce qui est très important, c'est de. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me détacher du côté personnel, de prendre les choses pour moi vraiment, de prendre une situation personnelle, quoi. Voilà, ça n'empêche que ça reste difficile et même quand on est conscient de ça, c'est pas forcément toujours facile dans des situations de colère ou de frustration d'avoir la philosophie nécessaire pour prendre cette perspective. When you first start out, you do things on your own, right? Au début de ta carrière, tu fais souvent les choses à ta manière et seule. Tu es une sorte d'auto-entrepreneuse. Tu essaies de comprendre et résoudre les choses par toi-même. Il y a tout un processus créatif. Puis ensuite, tu te dis « Ok, je sais comment faire de la musique, je sais comment finir ma musique. » Partie très importante car beaucoup ne savent pas comment le faire. Et maintenant, c'est se dire « Comment je fais pour que ma musique atteigne les oreilles des bonnes personnes ?» À partir de là, comment j'organise la sortie de mes morceaux et comment je me fais programmer. Alors, il y a toutes ces questions qui, dans ton esprit, sont des blocages mentaux que tu dois surmonter. Tu dois commencer par croire en ta démarche, qu'elle va te permettre de réussir, car si tu n'y crois pas, alors cela ne risque pas d'arriver. Puis, tu dois définir d'autres aspects, comme les théories autour du style musical, les points techniques, l'utilisation de studio que tu utilises, mais aussi comprendre l'entreprise de la musique. Donc, tu jongles entre toutes ces caractéristiques. Et encore une fois, regardant tout ça de l'extérieur, cela suscite beaucoup d'attentes. Tu dois avoir une musique qui se démarque. Tu dois être, entre guillemets, authentique. You have to have music that stands out. You have to be quote-unquote authentic. Like, duh, of course you want to be authentic. But these are things that I hear all the time. Dans le jazz particulièrement, on est très très seul en fait. Contrairement à d'autres musiques où on a vraiment parfois cet esprit de groupe qui existe, un peu dans le rock par exemple, il y a beaucoup de gens qui montent un groupe de rock et sont ensemble dans ce groupe de rock et ils cherchent des concerts ensemble et ils évoluent ensemble, ils font des disques ensemble. Dans le jazz en particulier, on est très très seul parce qu'on est le leader d'un groupe et on s'occupe de tout. On s'occupe de booker, on s'occupe de chercher les concerts, les sous, on s'occupe de gérer tout. Parce qu'il n'y a pas très peu de managers, très peu d'agents, il y a très peu de... Donc on doit s'occuper de tout et c'est très très lourd en fait. Organiser une tournée, sortir un disque, c'est un boulot à plein temps avec beaucoup d'obstacles et c'est vraiment pas facile à gérer. Parce que pour obtenir des résultats, il faut sacrifier pas mal de temps aussi sur la pratique de l'instrument. C'est toujours très frustrant de jouer moins pour en fait avoir plus de concerts, quoi. Donc c'est un équilibre difficile à trouver et qui demande pas mal de sacrifices en fait. Je prends toujours l'exemple que il y a quelques années, il y a 2 ans, là, un petit peu avant le corona, j'avais fait une tournée de 10 dates que j'avais organisée moi-même en Angleterre et en Écosse. Pour l'organiser, cette tournée, ça a été... je me souviens, j'ai passé toutes mes après-midi de 14h à 19h dans un café tous les jours de la semaine avec mon ordinateur à démarcher, relancer, appeler. Et puis une fois que ça a été fait et que j'ai fini au bout de 450 mails à trouver 10 dates, j'ai dû chercher des sous pour, à la fédération, enfin à Wallonie-Bruxelles pour tourner. J'ai eu de la chance de les avoir. Mais après, c'est encore chercher ces sous, justifier, louer la bagnole et tout ça. Et je me souviens qu'après cette période-là, après avoir fait tout ça, l'excitation de la tournée était là, mais j'ai eu un coup de vide complètement, quoi. Pendant 1 mois et demi, après, j'étais vraiment vidé. J'avais travaillé comme un fou.
Ce qui est très très frustrant comme musicien, c'est quand on doit faire beaucoup et ne plus jouer en fait. Parce que l'idéal, c'est quand même d'avoir le temps de pratiquer son instrument et de se sentir au niveau, quoi. Parfois, le fait de devoir faire tous ces métiers connexes par soi-même, on se sent plus trop au niveau, on a l'impression de plus pratiquer assez. Et c'est très frustrant et très démotivant. L'image de soi, le rapport à l'autre ou le besoin de reconnaissance vont insuffler une pression constante sur l'artiste. Et elle sera toujours en quête de légitimité et de valorisation envers son public et son secteur. Des sentiments d'autant plus assimilés par les artistes femmes ou issus de minorités de genre. Et elles seront invisibilisées volontairement par le secteur de la musique dès leurs années au conservatoire ou sur scène. Béatrice s'est confiée sur cette double charge qu'elle a pu subir au cours de sa carrière, que ce soit avec son projet solo pop Billastre ou comme pianiste classique. Je pense qu'il faut tenir compte des facteurs d'éducation aussi. C'est-à-dire que quand tu es éduqué dans une famille qui, entre autres, ne te valorise pas dans ce que tu es, mais dans ce que tu fais, tu vas toujours essayer de montrer que tu fais. Et au final, la conscience de toi, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que femme après, elle est complètement remise à niveau de ce que tu donnes. Et en fait, quand tu te rends compte que l'image prône, donc l'image d'abord d'être jeune, ou en tout cas d'être une femme, ou en tout cas de donner l'impression d'avoir trop de vécu dans le visage ou quoi. Quand tu as cette image qui colle au fait que quand tu fais du travail, c'est jamais assez, parce que les gens jugent d'abord l'image avant le travail, mais t'en fais des tonnes, t'en fais 10 fois plus, donc ta charge mentale, c'est il faut que je prouve que je suis le meilleur. Mais je dois être le meilleur à mon instrument, mais je dois être aussi le meilleur en présentation, puis je dois être le meilleur en ça. En fait, tu n'arrêtes pas d'avoir un surmoi qui s'active en disant les gens ne me prennent pas au sérieux, donc du coup il faut que j'en fasse beaucoup plus. Et je pense que ça c'est un cercle vraiment horrible, c'est que tant que t'es pas payé de la même manière qu'un musicien autre qui fait aucun effort pour être payé parce qu'il s'est mis dans un bon circuit, bah tu vas donner des tas d'efforts, tu vas avoir une charge mentale qui va te remettre au galop tout le temps, et peut-être que t'auras même pas assez de paye parce que t'en auras fait tellement trop que les gens diront mais en fait la meuf elle est complètement maboule, elle en fait trop, et donc en fait ta charge mentale entraîne de la charge mentale. Au final les gens ils regardent ce que je fais, ils font tu fais tout seul. Je dis bah oui, j'ai pas le choix, il y a personne qui m'aidera si je fais pas seul. L'entourage du musicien il est très peu présent en réalité, surtout en Belgique en particulier. Les managers, les gens qui peuvent nous soutenir, même un manager qui nous soutient, même avec qui on peut avoir des discussions, avec qui on peut réfléchir à notre carrière, se projeter, c'est un métier qui existe très très peu. Et donc en fait, ce qui est très difficile dans ce métier, c'est encore une fois, c'est vraiment la solitude et c'est le côté, on est fort livré à soi-même. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup discuter, poser des questions à ses collègues en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi pas mal en voyant un peu comment d'autres faisaient et pas avoir peur et partager aussi son expérience et discuter de comment on a fait et se partager des tuyaux aussi et pas hésiter parce qu'on est très individualiste dans ce milieu, mine de rien, parce que c'est concurrentiel et que c'est par la force des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur un peu de partager des idées ou même partager les bons plans ou les choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'il faut se soutenir et être très solidaire, surtout entre collègues, en fait, entre musiciens et musiciennes, il faut vraiment s'aider. When you first start out, you have to play a lot of gigs for free because you have to earn your keep. Again, bullshit, but those are things that are being said a lot in the music industry, which I stand against. Quand on commence, on accumule beaucoup de concerts gratuits car on doit gagner en notoriété. C'est des conneries tout ça. Mais ce sont des propos qu'on entend énormément dans l'industrie de la musique et pour lesquels je m'oppose fortement. On entend aussi « N'essaie pas trop, dépasse-toi, n'insiste pas trop, impose-toi ». Des idées contradictoires qui planent autour des artistes et c'est très très dur pour elles et eux de suivre. Et elles se disent « Mais qu'est-ce que je suis censée faire ?» La personne A dit quelque chose, mais la personne B dit autre chose. La manière dont l'environnement va influencer la carrière d'un ou d'une artiste se traduit surtout par la pression que cet artiste va ressentir. Les constantes attentes qu'on aura de lui ou d'elle. Tu dois être assez talentueux ou talentueuse, assez résistant ou résistante, tenace. Toutes ces croyances, dans cette conscience collective dans le milieu de l'industrie musicale, vont mettre beaucoup de pression sur les individus. C'est ma vision de mon entreprise. Elle doit aider à façonner la conscience collective de l'industrie de la musique électronique pour aller vers un environnement plus positif, plus inclusif et plus sain pour toutes les personnes qui veulent construire leur vie sur la base d'une passion.
de cette passion pour la musique électronique. Industry and the dance music community, the collective consciousness into a more positive, more inclusive and more healthy environment for everybody who wants to build a life around their passion for electronic music. Concrètement, y a-t-il des recettes miracles pour sortir ou échapper à ce cercle vicieux de pression, perfection et procrastination ? Ça, c'est vraiment un truc très personnel. Je crois que c'est chacun a sa façon de canaliser son stress et tout ça. Moi, personnellement, je cours pas mal. Du coup, si je suis un peu nerveux, je vais courir 1 heure, ça me calme. Notre art est très personnel, l'expression artistique est très personnelle, mais la façon dont elle est perçue par les gens n'est pas forcément dirigée contre vous, quoi. Ça dépend d'un tas de facteurs et c'est pas... voilà. Malheureusement, on est dans un monde de l'image, un monde du paraître très fort. Donc c'est clair s'il suffisait de savoir jouer son instrument convenablement pour avoir des concerts, ce serait magnifique, mais c'est pas le cas. Mais il faut vivre avec et il faut essayer de relativiser et d'améliorer les aspects qui nous paraissent plus faibles dans notre façon d'approcher notre métier, quoi. Alors moi je suis spécialiste. Je prends un train, une bagnole, etc. J'ai fait la moitié de l'Asie en train d'ailleurs et en bus avec un sac à dos. Je fuis et je reviens en meilleure forme. Ou alors simplement je coupe tout, Internet, tout ce qu'on me demande, j'enlève toute charge mentale. Je me permets de faire ça parce qu'en fait les gens harcèlent, ils vont aller sonner jusque chez toi s'il manque un truc de dossier ou s'il n'y a pas une répète. Et dans ce cas-là, tu dois dire non. Et si tu dis non, en fait, tu vas trouver une manière de te régénérer, quoi qu'il arrive. Concrètement aussi, je fais de la danse. Ça m'aide énormément physiquement. Parce que quand je dois me défouler, je fous la musique à fond. Un truc peace and love. Ou alors un truc groove. Et je jette toute cette force négative hors de moi. En construisant encore du beau, du rêve. Ce qu'on fait tous en tant qu'artistes. Et me balader, rigoler avec des gens. Déconner, quoi. On est en Belgique, les gars, déconner. On l'avait déjà entendu, Sarah est coach praticienne pour la clinique du musicien de la musicienne à Paris, la seule clinique d'Europe constituée de spécialistes agréés sur les réalités psychologiques et physiques des artistes de la musique. Avec les artistes, Sarah travaille principalement sur la gestion des émotions, en construisant des plannings avec échéance, préparant l'artiste à la scène et aux tournées. Épauler l'artiste à la gestion de son quotidien lui permettrait de réduire sa charge mentale, lui apportant plus de sérénité au jour le jour. Ça, on le voit beaucoup dans la gestion des plannings, s'accorder des moments de pause. Les moments de pause dans la journée, voilà, travailler, je dis n'importe quoi, mais 45 minutes, ça me semble plutôt bien, et un quart d'heure de pause pour se reposer physiquement, d'un point de vue audition aussi, et puis une pause dans la semaine, et puis aussi une pause au niveau des vacances, avoir une vue d'ensemble en fait, de sa journée, de sa semaine, de son mois, de son année. Et puis aussi, un arrêt sur image, prendre conscience de tout ce qu'on a fait en fait, de tout ce qu'on a déjà obtenu. Très souvent, c'est l'un des premiers exercices que je fais avec les musiciens que j'accompagne, c'est de leur demander de lister tout ce qu'ils ont fait. Alors ils rigolent, ils vont me dire j'ai gagné un concours. Je dis non, vraiment tout ce que tu as fait. Et les programmes où tu te disais j'arriverai jamais à le monter, mais que tu as quand même réussi à monter. Vraiment, faire un arrêt sur image. Et puis une fois qu'ils ont fait ça musicalement, et qu'est-ce que tu as réalisé personnellement ? Donc ça peut être des gens qui ont une famille, ça peut être des gens qui ont un énorme groupe d'amis, peu importe. Mais de prendre conscience qu'on a une valeur. C'est-à-dire que je parle, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, mais moi aussi j'ai une valeur. Et qu'est-ce que j'ai créé ? Et ces arrêts sur image, ils sont fondamentaux parce que l'artiste est dans un soi parfait, c'est un perfectionniste. Notre vie, c'est de chercher à toujours aller plus loin, aller plus haut. Et quand on est dans cette quête de la perfection, c'est jamais bien et on voit jamais ce qui fonctionne en fait. On voit jamais ce qu'on a construit. Et c'est très très important parce que quand on prend conscience de ce que l'on a construit, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la force et l'énergie et la détermination d'aller plus loin et de gravir les montagnes quand elles nous semblent insurmontables. Yeah, for that, so when you start feeling the pressure as an artist, the first step to take that I like to
Quand on commence à ressentir la pression en tant qu'artiste, le premier conseil que je donnerais sur un plan psychique, c'est de renforcer sa prise de conscience sur ce qui est en train de se passer. C'est aussi la première chose que j'enseigne durant mon processus de coaching. C'est se poser des questions, faire des retours en arrière, se demander ce qu'il se passe, ce que j'en pense et pourquoi j'ai ce sentiment-là. Est-ce que c'est un sentiment agréable ? Sinon, alors comment je préférerais me sentir ? Se poser ces questions à soi-même, c'est devenir curieux ou curieuse sur d'où ces idées ont pu venir. Est-ce que ce sont mes idées ? Est-ce que ce sont des croyances que j'ai assimilées de quelqu'un que j'admire, peut-être de mes parents, de mes soignants ? D'où qu'elles viennent. C'est vraiment comprendre comment tu peux t'émanciper toi-même. La souveraineté et la positivité sont tellement importantes pour que tu finisses par prendre toi-même les décisions te concernant, basées sur ce que tu veux vraiment, et non plus sur ce que tu penses que tu devrais faire. Et surtout, s'en tenir à ces décisions, et se concentrer sur l'accomplissement de ces décisions au lieu d'essayer d'être tout à la fois. Car c'est ça qui submerge les gens et qui finit par donner envie d'arrêter. C'est cette même chose qui te fait débuter en premier lieu. On se rend compte qu'avoir un contact humain, c'est pas mal aussi. Aller passer un coup de fil à quelqu'un. Parfois, il faut mettre un peu son ego de côté. Personnellement, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parfois, j'ai pas envie d'avoir de passe-droit ou de passer pour quelqu'un qui... Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste demander de l'aide à qui peut nous en donner. Et voilà, il y a toujours cette crainte un peu de se compromettre, en tout cas chez moi. Au début, j'avais peur d'essayer de demander des passe-droits ou d'être pistonné, d'avoir cette image-là, quoi. Mais c'est poser des questions à quelqu'un, c'est pas être pistonné, quoi. In my business, with every program that I do, I offer peer Mon dernier conseil, c'est de trouver un soutien pur. C'est être sûr qu'il y a une communauté, des personnes à qui l'on peut parler, qui ont les mêmes réalités. Souvent, quand on ressent cette pression, on pense vraiment qu'on est seul et qu'on est le ou la seule à traverser ce moment, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est très dur de le voir quand on le vit. On a un entourage qui peut aussi dire qu'elle traverse la même chose. Sur ce qu'on ressent et ce qu'on pense donne une permission mutuelle de ressentir ce que l'on ressent et permet de normaliser les sentiments. What I feel, this is what I think. Just by talking to each other, you give each other permission to feel whatever you're feeling, and you're normalizing it. On qualifie souvent le secteur de la musique d'individualiste ou de concurrentiel par rapport aux autres milieux artistiques. Mais est-ce que cette compétitivité ressentie de l'intérieur ne serait pas justement une méconnaissance des réalités entre artistes ? Chacune évolue dans sa sphère avec ce sentiment omniprésent de solitude face à toutes les luttes à mener, pour une rémunération juste, des conditions d'accueil respectables ou un entourage professionnel accessible. Où et comment trouver ce soutien quotidien ? En fait, quand tu bosses toute la journée du matin jusqu'au soir, au final, t'as pas le temps d'aller boire un verre, t'as pas le temps d'aller rencontrer des gens, et t'as pas le temps de parler de tout et de rien. Et je pense que des relations saines, c'est des choses dans lesquelles tu t'évades un peu, t'es pas dans le contrôle. Et tu n'as plus ce temps-là, donc du coup, en fait, les gens avec qui tu bosses ou les gens avec qui tu as envie d'avoir du plaisir se détachent de toi, puisqu'ils voient un forcené travail qui n'arrête pas. Et ils se disent, bon, il n'y a pas vraiment de place pour créer une relation. Donc, au final, tu te dégrades parce que tu t'enfermes dans une solitude. Et c'est une forme de jugement, la solitude, vue de l'extérieur, puisqu'on se dit, c'est elle qui s'inflige ça. Pourquoi elle s'inflige tout ça alors qu'elle pourrait lâcher le morceau ? Et je pense que dans ce jugement-là, à un moment, il faut le dépasser, se dire, OK, maintenant, je prends du temps pour moi. J'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour moi. Mais si les gens qui sont autour de moi me jugent pour ce peu de temps et cette envie concise de créer un truc extraordinaire en 1 heure ou 2 pour pallier au fait que tu peux pas traîner dans ta vie, en fait, ces gens-là ne sont pas disponibles, ce ne sont pas les gens qui sont compatibles avec ma vie. Et je pense qu'avoir une vie de musicien, c'est un combat permanent parce qu'en fait, souvent, tu n'es pas payé et tu continues à travailler en te disant qu'un jour, ça va porter ses fruits et souvent, ça ne porte pas ses fruits quand tu penses que ça va en porter. Et donc, concrètement, voilà, tu te retrouves une semaine à bosser non-stop, t'as presque pas dormi, t'appelles un ami et la personne te dit je suis occupée, t'appelles un autre ami, elle te dit je suis occupée, t'appelles un autre ami, pourquoi t'as pas prévenu, et en fait tu te retrouves tout seul dans la rue à sortir. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est que jusqu'à la fin ta solitude va te trouver de la spontanéité dans des rencontres fortuites dans la rue qui vont t'inspirer aussi. Alors les conseils, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'en parler. Alors, ça peut être un spécialiste de l'accompagnement, moi je parle en tant que coach, mais rien que d'en parler à des amis, à sa famille,
Parce qu'on se rend compte très souvent qu'on n'est pas seul. Quand je fais des ateliers à plusieurs musiciens, plusieurs artistes, quand je demande le feedback à la fin de la séance, la première chose, c'est, mais vraiment en 9,9 fois sur 10, c'est ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Donc voilà, je rejoins cette idée de tabou dont je parlais au tout début. En parler avec d'autres gens, ça c'est très très important. Alors déjà, le soutien, ayez des bons amis. Ça, c'est super important. Souvent, les amis, c'est les gens avec qui on bosse. C'est des gens qui ont vécu la même chose que nous à un moment ou un autre. Les structures, c'est très difficile. Je pense qu'il y a pas mal de structures maintenant qui aident. T'as des aides aussi psychologiques. T'as des trucs qui sont spécialisés pour les musiciens qu'il n'y a jamais eu avant. T'as des vidéos YouTube. C'est aussi bête que ça, de temps en temps, qui te remontent un peu le moral. Mais avant tout, il faut savoir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui permet de se régénérer. Et d'abord savoir que compter sur soi, c'est se soigner. Si tu te soignes pas, ou en tout cas si tu mets pas la limite, ça va pas aller. Et quand tu as dépassé les limites, n'hésite pas à aller voir tous tes collègues, tous tes gens qui sont bienveillants, qui ont été là pour toi, parce qu'au final, on est une vraie famille. Et si on se soutient pas, en fait, ce milieu n'a pas le loisir d'exister à long terme. Par rapport à l'entourage proche et moins proche, la justification d'être artiste, ça c'est pas facile au quotidien avec certaines personnes de notre entourage, mais finalement avec le temps, l'entourage se fait... on se crée un entourage qui accepte notre situation évidemment. Et moi personnellement, j'ai pas mal de chance d'être entouré de... La grande majorité de mes amis sont musiciens ou travaillent dans le milieu. Mes parents étaient comédiens et régisseurs, du coup la compréhension de ce milieu-là était déjà nettement acquise. J'ai pas dû me battre pour faire ce métier-là avec mes parents, ma famille. Donc voilà, moi personnellement j'ai cette chance-là. Je pense que l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui et l'expérience que je vais encore acquérir, elle est... je ne vois pas comment j'aurais pu l'acquérir autrement qu'en l'ayant vécu. Donc si on me l'avait dit, peut-être que je ne l'aurais pas fait de la même façon. Toi qui choisis d'être musicien, pose-toi la question de pourquoi. Pourquoi le message que tu portes à l'intérieur de toi va pouvoir tenir d'année en année. Et si ce message est assez fort, et si tu sens que cette conviction est assez présente, c'est elle qui va te porter au-delà de tout. Le reste, c'est que de l'apprentissage. Au final, cette vie, elle est super simple, elle est super longue, et tu peux faire beaucoup. Donc, vas-y, crois en ton rêve, et surtout, n'oublie pas que les limites sont là pour apprendre, et se casser la figure, c'est pour mieux se relever. Dans le secteur de la musique, les injustices et les combats ne manquent pas, avec les cachets sous-évalués, les conditions d'accueil désastreuses, l'entre-soi masculin et blanc, ou les dictats de l'image. Encore faut-il avoir la force d'agir. Ce podcast aspire à se rendre compte que les réalités de l'autre sont aussi les nôtres, que conscientiser l'appartenance à un groupe social permettra de créer l'engouement collectif suffisant pour lutter contre les précarités de ce milieu. Cette première saison touche à sa fin. Je remercie les artistes, les intervenants et les intervenantes de nous avoir confié un bout de leur vécu. J'espère que ces témoignages vous ont inspiré et ont donné du courage comme ils l'ont fait pour moi. Je finirai avec la phrase de l'artiste Biche de Ville, intervenue dans l'épisode 2, et qui illustre si bien ce propos. « Ta lumière ne me fait pas d'ombre ». Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos ressentis et vos propres expériences. À très vite pour une saison 2. Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire, disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga, une production de Fakir et du Xara Bruxelles, réalisée par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo, avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice Deboc. Voix off et montage, Nastasia Rico. Doublage, Letty Bidivanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM, Playwright, Court Circuit et la Jazz Station.